vous. Le rire, vaste sujet. Philippe Val est avec nous pour son livre Rire. Seul le grand souffle du rire redonne à notre vieux monde l'éclat de l'éternelle nouveauté, aux éditions donc de l'Observatoire. Alors appelez-nous, est-ce que vous êtes nostalgique d'une forme de rire, d'un second degré peut-être qui n'existe plus, d'une dérision, d'une légèreté, de rire qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui également? Donc vous pouvez, on va rappeler d'ailleurs le téléphone parce 01 que c'est 80 important. 20 39 21. Philippe Val, on a commencé l'émission tout à l'heure avec Léa Salamé. Et c'était intéressant parce que Léa Salamé, samedi soir, dans son émission Quelle époque, répondait à un humoriste Artus qui se félicitait d'avoir arrêté de boire et de fumer pour gérer ses angoisses. Et Léa a dit « Vous êtes devenu chiant ». Bon. Et elle a dit ça, me semble-t-il, c'est du second degré. Elle a joué avec son invité. Elle a joué avec la caricature de ce qu'on pense et de celui qui ne boit pas. Eh bien, c'est une polémique. C'est une polémique sur les réseaux sociaux parce que tout le monde a pris cette phrase qui est du second degré, tout le monde l'a pris au premier degré. Et je crois qu'on est au cœur, d'une certaine manière, de votre livre. En tous les cas, d'un des thèmes dans le bouquin, oui. C'est sûr, ça montre que c'est répandu grâce à la stupidité qui est comment dire, exponentielle dans les réseaux sociaux. L'algorithme vous enferme dans votre propre connerie, il faut bien le dire, de plus en plus. Il s'ensuit une espèce de puritanisme. Ce que je pense est sacré. Les mots sont tabous. On ne doit pas dire ceci, on ne doit pas prononcer tel mot. Ce qui fait que ce qu'a dit Léa, qui est plutôt rigolo, parce que c'est transgressif, elle transgresse le tabou des campagnes de santé contre le tabac, contre le tabagisme et l'alcoolisme. Bon, mais c'est rigolo de le faire. Comme vous disiez tout à l'heure, des fois on est énervé parce que l'État nous dit de faire. Alors bon, moi je suis pas contre les campagnes de santé, contre le tabac, etc. Mais c'est bien de pouvoir en rire aussi. Si on ne peut pas en rire comme l'a fait Léa, alors on est foutu, il faut tout arrêter. Et elle va être obligée peut-être de s'excuser samedi prochain. Vous savez, il y a un côté procès de Moscou. C'était ça les procès. C'est-à-dire qu'on venait s'excuser de la blague qu'on avait faite. Non, mais il ne faut pas s'excuser. Je pense qu'il faut absolument pas s'excuser. On peut dire, écoutez, j'assume ma blague, c'était une blague. Si vous ne comprenez pas ma blague, la bêtise, elle est dans l'œil de celui qui regarde ou dans l'oreille de celui qui l'écoute, mais pas de mon côté. Alors nous, on a du mal parce qu'on est d'une génération qui ont grandi avec d'abord un second degré qui était très présent, on pouvait se moquer de tout. Moi, je me souviens de Jacques Martin. Souvent, j'ai cité cet exemple-là. Jacques Martin avait été élevé par les prêtres dans des écoles catholiques. Il n'avait pas de mots assez durs pour se moquer de la religion. Et il jouait lui-même très souvent le vieux réac, le vieux ringard, qui se moque de la société d'aujourd'hui et qui la critique en référence au maréchal Pétain, que sais-je, etc. Mais personne ne prenait ça pour du premier degré. Il jouait. Non, il y avait des émissions le dimanche matin sur Europe notamment quand j'étais petit, avec des humoristes qui étaient à mourir de rire et qui étaient horriblement transgressifs et qui avaient très très mauvais goût. Enfin, rappelez-vous, alors Jacques Martin évidemment, le jeune Jacques Martin était à mourir de rire, avec Jean-Yann, avec Francis Blanche. Ils ont fait quand même des matinées de radio qui étaient historiques. Et on ne rit pas de ce qui est permis. Il y a un rire de ricanement, qui est un rire de connivence avec les gens avec lesquels on est d'accord, et on leur montre à travers nos petites blagues, nos petites vannes, comme ils disent, qu'on est d'accord avec eux et qu'ils sont d'accord avec nous. Alors, on rigole ensemble, d'être d'accord ensemble. Mais c'est pas ça, le rire. Le rire, c'est ce qui nous percute. C'est la bêtise ou le truc énorme qui nous surprend. Imaginez quand même, au XVIe siècle, on peut difficilement imaginer la Renaissance sans que Rabelais fasse exploser les portes de tous les conformismes à ce moment-là. Et par ces énormités érudites, mais ces énormités scandaleuses, c'est par les failles du scandale, notamment que Rabelais expose dans ses bouquins, dans les premiers livres, deuxième livre, troisième livre, quatrième. C'est magnifique. Vraiment, il pisse des tours de Notre-Dame et le géant, et ça fait une inondation dans Paris. Bon,
tout ça est scandaleux. Et sans ce scandale, sans les failles dans les conformismes du temps que cela opère, on ne voit pas comment seraient passés les arts et les sciences. Les arts et les sciences sont passés par ce grand scandale du rire. Et depuis l'Antiquité, notre civilisation, on le voit bien même dans les dialogues de Socrate et de Platon, enfin dans les dialogues de Platon où il y a Socrate, qu'il y a toujours une forme d'humour chez les présocratiques, il y a de l'humour, et quand la civilisation grecque, la raison grecque s'hybride avec la loi juive, c'est ce qui fait l'Europe, c'est ce qui fabrique l'Europe, le rire, la transgression du rire est omniprésente. Et c'est que le rire, c'est la destruction créatrice de notre civilisation européenne. Voilà. Alors bon, c'est un peu, ça fait un peu langue de bois, mais c'est vrai que de temps en temps, en même temps, et on connaît ça notamment avec Louis XIV, les dévots étaient très présents et ils imposaient Tartuffe. T'avais pas le droit de jouer Tartuffe quand même. Oui, mais il l'a fait. Oui. Il a fait Tartuffe. Oui. Il a fait Tartuffe, et ça lui a coûté cher, mais il l'a fait. Mais en fait, il le fait dans toutes ses pièces. Mais parce que Molière est un génie. Oui, mais parce que Louis XIV Louis XIV protège. Pourquoi ? Parce que ça le distrait. Oui. De la même façon... Oui, puis ça le sert peut-être politiquement de faire passer quelques messages contre les uns ou les autres. Oui, et puis en même temps, ça met un peu de sable pour cacher la merde au chat de ces frasques sexuelles qui sont nombreuses, le roi aussi. Il n'est pas très catholique, si vous voulez, dans ses façons. C'est un roi très catholique, pas très catholique. Et donc, il sait bien que la réalité humaine, qui est toujours étonnante, toujours stupéfiante, toujours scandaleuse, et parfois très drôle, même quand elle est assise sur du tragique, cette réalité humaine, il en a besoin. Il en a besoin parce que on a besoin du réel pour se réveiller. On a besoin du réel. On voit bien aujourd'hui à quel point les gens refusent. La tristesse aujourd'hui, c'est le refus de la réalité. Il est 12h13, on va marquer une pause et puis je vais vous parler de Dieudonné peut-être, parce que l'autre jour, lorsque vous êtes venu sur CNews, on n'en a pas parlé, et je me suis dit après, j'aurais dû lui parler de Dieudonné. Dieudonné, je considère que c'est un des hommes qui a le plus de talent. Ou qui en a eu le plus, en tout cas, dans cette... C'était un comédien très talentueux. Voilà, et dans cet humour et de ça. Et évidemment, aujourd'hui, pour ses prises de parole, il est exclu. Donc ça, on est au cœur d'une vraie question. Est-ce que Dieudonné, par ses prises de parole, doit être exclu de la sphère médiatique, ou est-ce que le talent finalement pardonne tout? Voilà une vraie question, une bonne question en tout cas pour Philippe Val, et je vais laisser passer une pause parce que je vois que vous allez réfléchir à cette question qui peut-être vous ennuie d'une certaine manière, parce que vous devez être partagé comme moi. Quand on aime le talent, comme on aime nous deux le talent, et il en a, on est ennuyé effectivement pour répondre à cette question. Il est 12h14, à tout de suite. Philippe Val, donc, qui d'après nous évidemment verront les chapitres de votre livre, mais la question Dieudonné, parce qu'elle est intéressante, la question Dieudonné. Voilà quelqu'un qui est sans doute un des plus doués de sa génération, mais qui est en dehors de la sphère médiatique pour des raisons compréhensibles, puisque ses prises de position heurtent, je dirais, la morale. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça heurte plus que la morale, c'est-à-dire que ça induit en erreur un public. Et parce que en fiction, dans la création, je pense que la liberté d'expression est immense. Et je pense que la loi française est assez bien foutue. J'y ai été confronté, puisque j'étais directeur de publication pendant très longtemps, donc j'ai fréquenté la 17e chambre, même parfois pour des courriers de lecteurs, c'est-à-dire des choses, voilà. Et je pense que c'est assez bien fait. Dieudonné, il est sorti des clous. On peut discuter la loi sur le négationnisme. Moi, je pense que c'est une loi nécessaire à une certaine époque. Je dis pas que c'est une loi... Après, il y a des chercheurs, il faut savoir contredire ceux qui le contredisent, il faut travailler pour rendre ridicule les négationnistes. C'est la loi Guesso, absolument. Moi, j'y étais favorable à la loi Guesso parce que je sentais pousser à une époque une grosse passion négationniste, notamment à l'extrême gauche. Et dans les années 80. Et on appelait cela la vieille taupe. Il y avait une librairie, je connaissais tout ça par cœur. Bon. Et donc Dieudonné vient de ça. Je pense que c'est une extrême gauche dangereuse dont on voit aujourd'hui que la banalisation
c'est répandu, puisque c'est ce qui arrive maintenant dans les manifestations sur Gaza. C'est les enfants de cet antisémitisme d'extrême gauche dont Dieudonné a été un des artisans. Donc la loi est bien foutue. Quand il y a des appels à la haine, des appels à la discrimination, on sort du sketch. Surtout, aujourd'hui, on est très, très, très ennuyé parce que la puissance de ces dérapages est considérablement augmentée, infiniment augmentée par les réseaux sociaux, et on ne sait pas comment faire du point de vue de la loi, de ce point de vue-là. Je salue Alain Jakubowicz qui nous écoute et qui dit il y a bien longtemps que Dieudonné a quitté le monde de l'humour pour entrer dans celui de l'idéologie. Ce n'est plus le rire qu'il provoque, mais le fiel. Le rire est l'antidote de la haine. Lui en est le moteur. Et je me permets de dire à monsieur Jakubowicz qu'on l'attend sur ce plateau ou d'Europe 1 ou de CNews. Il y a longtemps qu'il n'est pas venu nous voir. Et alors, je salue Alain, que je connais bien et que j'aime bien. Peut-on rire de tout? Ça, c'est la question la plus banale qu'on pose aux humoristes. On pose souvent la fastidieuse question aux humoristes. Peut-on rire de tout? C'est une question optimiste. Elle suppose qu'on peut rire de certaines choses. Rien n'est moins sûr. Il existe sur toute la planète des sphères religieuses et politiques puissantes où l'on ne peut rire de rien. Que nous n'en soyons pas effrayés est effrayant. Peut-on rire de tout est une question mesquine. Un pauvre piège grossier qui donne le beau rôle au questionneur, car le questionné ne peut s'en sortir que par une pirouette plus ou moins satisfaisante. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, répondait Pierre Desproges, qui rend la question plus noble que la réponse. C'est très sérieux, finalement, l'ouvrage que vous avez fait. Oui, c'est modestement un ouvrage philosophique. Enfin, c'est un travail de recherche sur l'effet du spasme, du rire sur nous. Et j'espère pouvoir, ça donnera le goût de ce spasme au lecteur. C'est presque un mode d'emploi pour arriver à ce spasme qui fait tant de bien, qui est l'éclat de rire. On peut pas rire de tout, on peut rire de rien en réalité. Puisque chaque singularité, notamment aujourd'hui, puisque c'est très exacerbé, chaque identité est victime d'une identité autre que la sienne, qui est différente et qui l'offense. Donc tout devient sacré et tabou. Par exemple, dans l'histoire des caricatures, j'étais au cœur de cette histoire à Charlie Hebdo, des caricatures de Mahomet, je disais aux musulmans, je leur disais, mais que je comprends que ces caricatures ne vous plaisent pas. Elles sont tabous chez vous. Le dessin est tabou chez vous. Je comprends que vous ne dessiniez pas et que vous ne représentiez pas le prophète. Mais c'est pas tabou pour moi. Si vous commencez à vouloir rendre tabou pour tout le monde ce qui est tabou pour vous, comme il y a 10 000 religions dans le monde, et il va y avoir des jours où on n'a pas le droit de manger pour les uns, pas le droit de faire l'amour, pas le droit de faire ceci, pas le droit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il n'y aura plus d'humanité dans 20 ans, tout le monde sera mort de faim, de soif et de frustration sexuelle. Donc, il faut que chaque religion respecte ses tabous si elle veut, mais n'emmerde pas les autres qui ont d'autres obligations, ou qui n'en ont pas, ou qui croient en rien. Donc, on peut rire de rien, mais en réalité, je pense profondément qu'on peut rire de n'importe quoi. Je pense aussi que vous avez raison et j'aimerais tant. Les sketchs, vous en parlez, les sketchs inoubliables, les plus efficaces, les plus hilarants, les plus historiques sont ceux qui, depuis Homère, se jouent à deux et toujours avec un clown blanc et un Auguste. Alors, tout le monde ne sait pas d'ailleurs ce qu'est un clown blanc et l'Auguste. Il faut le rappeler peut-être. Alors, le clown blanc, il a l'air pincé un peu, il a l'air un peu conformiste, il a un sourcil réprobateur tracé dans le front en hauteur comme ça, pour bien montrer sa réprobation, son étonnement un peu. C'est Jean Poiret. C'est Poiret, exactement. Et puis l'Auguste. Il y a l'autre qui est un peu foutraque, qui dit des choses qu'il faut pas dire à côté, et qui est l'Auguste. Voilà. Alors, vous citez alors vous dites Don Quichotte et Sancho Panza, pourquoi pas Bouvard et Pécuchet. Bouvard et Pécuchet, c'est formidable, parce que deux imbéciles qui parlent ensemble, c'est ce qu'il y a de plus drôle. C'est formidable. Il était obsédé par la bêtise. Oui, mais c'est formidable. C'est merveilleux. Deux imbéciles qui parlent ensemble. Mais alors, vous mettez aussi Charles de Gaulle et André Malraux dans les sketchs. Donc là, franchement, vous n'êtes pas sympa pour... Oui, mais il y a parce que qui est l'Auguste et André Malraux, forcément. Non. Oui, l'Auguste. Oui, c'est moi, j'adore Malraux, par ailleurs. Et Chabon s'en souvient bien. J'ai un grand respect pour le général de Gaulle, mais il y a un long chapitre sur le général de Gaulle. Oui. Qui était très drôle. Oui, il était très drôle. Qui était merveilleusement drôle, même. Alors, c'est une des thèses de mon livre. Ça concerne de Gaulle, ça concerne Churchill, ça concerne Salvador Dali, Brassens, tous des gens, Gainsbourg, dont je parle aussi parce que je raconte une histoire à propos de Gainsbourg à ce sujet-là. C'est que tous ces gens qui étaient très drôles avaient un personnage qu'ils ont fabriqué consciemment. Dès leur
Gainsbourg avait Gainsbourg bourré, et là après il a fini par boire vraiment, mais moi j'ai un souvenir très précis. On a fait des émissions ensemble, on discutait dans un coin tous les deux, on ne buvait de l'orangina pendant 2 heures parce qu'il y avait des répétitions pour les émissions de radio à l'époque, et quand le moment arrive où Mourouzi va interviewer Serge est bourré, il a bu 3 oranginas. Et donc il joue, il est tellement timide, il est tellement déchiré, c'est un type formidable, très très poli, très courtois, très intelligent, très drôle, très fin. Mais dès que Mourouzi, alors il fait Gainsbourg, qui est comme ça, et parce qu'il peut pas faire autrement, et ce personnage, alors le général de Gaulle c'est pareil, de Gaulle est un personnage, enfin, évidemment c'est pas le même, mais de Gaulle est un personnage tourmenté, un peu dépressif, passionné, dépressif, fragile. Et il veut sauver la France. Dès la fin de la guerre 14, il construit le personnage du général de Gaulle, qui est un personnage très ferme, qui est un personnage très autoritaire, qui va lui donner une grande liberté. Parce que quand lui, il veut pas faire certaines choses, il dit « Oui, mais le général de Gaulle peut pas faire autrement. » Et le général de Gaulle, par exemple, disait... à un moment donné, il dit, mais ça me fait de la peine, ce pauvre Winston, avec Churchill, il s'engueulait, comme chacun sait, beaucoup. Il admirait énormément Winston Churchill. Il avait une admiration sans borne pour lui. Et il disait, ce pauvre Winston, je le traite, je l'insulte, je l'engueule. Mais ça me fait beaucoup de peine, mais le général de Gaulle peut pas faire autrement. Bon. On va marquer une pause. Le livre est évidemment formidable. Alors il y a une galerie de portraits parce que et puis on en parle là. Ce qui est étonnant dans votre vie et pas si fréquent, c'est les rencontres. Oui. Vous avez vraiment rencontré des icônes, Coluche, Michel Jonas. Vous avez rencontré Gainsbourg. Ce sont des gens aujourd'hui, quand je dis icônes, qui appartiennent à une certaine mythologie. Coluche. Ah oui, bien sûr. Coluche, je l'ai connu, j'ai vu Coluche dans une salle, on était 3 dans la salle, dont un, Lederman, son producteur. C'était au Café de la Gare? C'était avant le Café de la Gare? C'était un théâtre La Bruyère, je crois, c'était au théâtre La Bruyère. Et là, on est en quelle année? C'est avant la salopette? 73 ou 12. Ouais. Et il sort en 74 ou 75 avec C'est l'histoire d'un mec. Absolument. Qui est une révolution, Coluche, parce que les plus jeunes ne s'en rendent pas compte. Mais moi, j'ai 11 ans, t'as Fernand Reynaud, t'as un type de comique qui existe. C'est une déflagration, Coluche. Et comme toujours, c'est une déflagration. Par exemple, les gens qui avaient 70 ans, en l'occurrence, c'était mes grands-parents. Alors, pour eux, ils comprenaient pas. C'était impossible à comprendre. Tu sortais de la boîte à sel, de Robert Roca, de Jean Valton, des humoristes, etc. Et là, t'as Coluche. C'est vrai que ça a été une vraie découverte. Alors, je l'ai vu, je le connaissais pas intimement, mais j'étais pote avec Lederman parce que son impresario, parce qu'on travaillait pour le Luron, j'écrivais des trucs, des parodies, enfin bon bref. Mais c'est ça qui est fou dans votre itinéraire. D'abord, vous êtes un homme multiple, ce qui est pas si fréquent. Je veux dire, vous êtes écrivain, vous êtes chanteur, vous êtes comédien, vous êtes essayiste, vous avez été dirigé France Inter. C'est pas si fréquent non plus d'être multiple. Je sais pas ce que vous avez préféré faire d'ailleurs, mais vous nous le direz. Mon travail principal, c'est écrire. Oui. Il est 12h29, un peu comme Monsieur Boubouk, qui écrit son nom. Juste mon nom, oui. Vous connaissez? Je vais pas plus Monsieur loin. Boubouk. C'est un génie, Monsieur Boubouk. Bonjour. Génie de fantaisie. On doit envoyer la pub, Pascal. La pause, à tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Il est comique, tous de gauche, dit Philippe Val. On objectera qu'aujourd'hui en France, il n'y a pratiquement que des comiques de gauche. C'est tout le problème. Ils ne sont pas drôles parce qu'ils sont de gauche, ou alors ils sont de gauche parce qu'ils ne sont pas drôles. Ça marche dans les deux sens. En d'autres temps, on aurait pu dire la même chose avec la droite. Ils sont pas drôles, nos amis de France Inter? Non, c'est-à-dire que je pense que aux États-Unis, ils ont trouvé un mot, c'est les clappers. Les clappers, c'est les comiques qui font rire. Enfin, c'est les artistes qui font rire pour des raisons politiques et qui s'adressent à un public avec lequel ils sont d'accord. Et qui rassemblent comme un petit parti politique où on va faire des vannes sur la partie adverse. C'est-à-dire, on n'aime pas Macron, bon, on va dire des conneries sur Macron et on va applaudir. Ah, on est tous d'accord, on est contents et on rigole parce qu'on dit du mal de Macron. Donc ça, c'est pas vraiment... Pour moi, c'est pas du comique, c'est autre chose. C'est de la satire politique de base, je sais pas. Mais pour moi, le rire est une surprise. On ne s'y attend pas. C'est le contraire de ça. C'est-à-dire qu'on rit, on révèle quelque chose de nous-mêmes. C'est pour ça que ça nous libère.
on ne savait pas qu'on allait rire à cette énormité, à cette chose très vulgaire, très lourde peut-être, très incroyable ou très transgressive. C'est plus fort que nous, on rit. Et c'est ce plus fort que nous qui est génial et qui nous fait du bien. Et voilà aujourd'hui, pourquoi. ils sont pas très drôles, quoi. Ah ben non, moi ça me fait pas marrer, mais par contre il y a des gens qui me font marrer. On parlait de Ricky Gervais l'autre jour. Ricky Gervais, c'est énorme parce que je sais pas ce qu'il va dire. Et par exemple, vous prenez l'humoriste, comment elle s'appelle, Blanche Gardin. Blanche Gardin, que j'aime beaucoup. Si vous lisez ses interviews, vous allez voir, vous allez trouver ça insupportable parce qu'elle est très France Insoumise, très voilà. Mais quand elle est sur scène, elle s'adresse à tout le monde. Oui. Et c'est très noble. C'est comme Jean Ferrat, qui était communiste, mais qui faisait de la chanson pour les gens de droite comme pour les gens de gauche. Il essayait de faire une belle musique, de chanter un beau texte. Voilà. Et puis il y a quelque chose qui est important, c'est que c'est le récepteur qui fait l'émetteur. C'est-à-dire que, par exemple, Géraldine, elle rit. Ouais. Et elle rit à mes blagues. Donc elle me permet d'en faire. Parce qu'il y a des gens, regardez, elle rit Ça déjà. inspire. Elle rit- bon, oui, parce qu'il y a Ça des gens, tu sais, inspire. que tu les feras pas rire du tout. Donc C'est ça. évidemment, t'es Absolument. terrorisé. Parce que comme nous on dit que des bêtises, moi, quand tu rencontrais quelqu'un pour la première fois, quand tu avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, t'avais pas lui parler de Platon. Donc tu disais une ou deux bêtises et tu voyais tout de suite si la fille était réceptive à l'humour, en tout cas la fantaisie, l'esprit. Il y a des gens, tu peux pas leur faire rire parce que c'est une langue étrangère parfois, Moi, je l'humour. pense qu'on ne peut pas se dire des choses importantes sans rire à un moment ou à un autre. Sinon, Ouais. ça passe pas. Je pense que les grandes vertus, courage, loyauté, les vertus théologales, charité, etc. Bon, tout ça, elles sont horribles. Elles deviennent morbides et dangereuses si au-dessus, il n'y a pas la légèreté, la Ah oui. fantaisie. Et parfois Là. dans des dîners, vous savez que vous allez vous ennuyer, ou pas d'ailleurs, mais Donc- un vrai dîner réussi, c'est quand on a ri. C'est quand on a ri, Voilà. évidemment. Et c'est toujours un miracle, une magie. C'est une magie. Et parfois on n'a pas ri, mais quand on a ri, on dit et le lendemain on s'appelle, on dit qu'est-ce qu'on a Et ri. d'une façon plus encore profonde, on pourrait dire que pourquoi on a ri? Parce qu'à un moment donné, la réalité nous a surpris. Ouais. Nous a surpris dans Et puis son- parce qu'il y a des gens qui sont plus drôles que d'autres aussi. Voilà. Et puis quelque chose de réel qu'on a l'habitude de cacher a explosé, que ça soit poli ou non, scandaleux ou non, c'est ça qui nous a fait rire. Ouais. Et c'est un certain rire, avoir l'habitude, cultiver peut-être le rire, c'est aussi cultiver un certain rapport à la réalité qui est loin de la tristesse, du jugement moral, etc. D'abord, on est stupéfait, d'abord, on est émerveillé que, pour dire ça d'une façon un peu pédante, il y ait quelque chose plutôt que rien. Bon bah écoutez, merci parce que on vous écoute tous les lundis et c'est vrai que et d'ailleurs il y a quelque chose qui est très drôle aussi. Vous parlez des essayistes, des sociologues, des donneurs de leçons, etc. Et vous dites ils ont un point commun tous ces gens-là. Vous parlez d'Edoui Plenel notamment, ils sont pas drôles du tout. Pas du tout. Ça et vous dites ils nous veulent pas du bien. Je crois. Non, ils nous veulent pas du bien parce qu'ils j'ai sont pas beaucoup de drôles. soupçons pour les gens pas drôles. Mais oui, mais je suis comme vous en fait. Je me méfie. Robespierre il était pas drôle. Pas marrant, non. Et Robespierre il était pas drôle et paraît-il j'ai appris ça récemment. Moi je le savais pas. Il était vierge. Sans doute, oui, t'es puceau, oui. Oui, oui. Eh, ça en dit quand même. Je trouve que ça en dit beaucoup. Il y a quelque chose de très sinistre dans les gens qui veulent le bien de tous, de l'humanité. Il avait fréquenté Jean-Jacques Rousseau, il l'avait vu, il avait été le voir 20 ans avant la Révolution française, il avait été lui rendre visite et il lui a inoculé le virus de la gravité, je pense. Oui, la componction, vous avez l'esprit de La gravité. la pureté, Mais c'est oui. l'ennemi de la vie. Mais je suis d'accord, et quand on voit, par exemple, moi je regarde beaucoup d'émissions culturelles, et j'ai grandi avec Pivot, avec Chancel, etc. C'était la malice, c'était une sorte de... Et José Arthur. José Arthur, Pierre Baudrier. Je vois les émissions culturelles aujourd'hui, je ne veux pas les citer, bien sûr, mais je trouve qu'il y a une sorte de gravité, il y a quelque chose de lugubre, il y a une sorte de messe funéraire, de funèbre. Bon, alors que Pivot c'était drôle, Bien sûr. et tu pouvais jouer Bien sûr. avec les gens. Et un vrai grand auteur ou une grande autrice, je sais Ouais. pas comment on dit, c'est des gens drôles. Bah, oui. Au fond, ils ont un fond d'humour, Oui, même je si suis ce fond d'accord. d'humour n'est pas apparent tout de suite. Ah, vous avez parlé de Proust l'autre jour, c'est vrai que Proust est drôle, mais tout le monde ne voit pas cette drôlerie-là. Bon, il est 12h38 et je voulais parler. D'abord, je vous remercie, Philippe. Merci Pascal. Il nous reste quelques